Chers auditeurs de Guira FM, bienvenue dans ce studio de votre radio ici à Bangui. Nous sommes dans ce studio avec Jean-Alexandre Scaglia, qui est le représentant de la FAO en République centrafricaine. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur Jean-Alexandre Scaglia, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous et bonjour à tous vos auditeurs. Alors, on va parler d'un rapport, un nouveau rapport de la FAO. Donc, la FAO a publié un rapport qui indique que plus de 100 millions de personnes dans le monde ont subi une insécurité alimentaire grave en 2016, donc l'année dernière. Les chiffres de cette insécurité alimentaire sont en hausse comparativement aux chiffres de 2015. Alors, pourquoi une telle situation ? Non, le chiffre qui a été publié très dernièrement par la FAO, annoncé par notre direction générale, de 108 millions exactement de personnes en insécurité alimentaire grave. Donc je fais la différence. C'est important de bien comprendre ce chiffre de 100 millions parce que globalement sur la planète, on reste avec une insécurité alimentaire qui frappe quand même quelques 700 à 800 millions de personnes. Par contre, ce qui a augmenté cette année, comme vous venez de le souligner, c'est cette situation d'insécurité alimentaire grave. C'est-à-dire des gens qui sont limite d'être en situation de famine. Et le cri alarmant aussi de la FAO, bien sûr, il y a eu des phénomènes climatiques. Tout le monde a dû entendre parler du retour du fameux phénomène El Niño, El Niña, et des changements climatiques, des réchauffements qui ont provoqué un certain nombre de sécheresses, y compris en Afrique, pas qu'en Afrique d'ailleurs, mais en Afrique, voire une situation notamment de tornades sur une partie de l'Asie, avec des tornades qui ont été d'une très grande violence, ou des pluies diluviennes, encore un exemple qui a eu lieu très dernièrement, il y a quelques jours en Amérique latine, et notamment dans des pays comme la Colombie, qui ont même provoqué des glissements de terrain très spectaculaires. Mais la cause la plus grave, et j'ai envie de dire c'est malheureux, c'est même inquiétant, ça a été essentiellement l'insécurité et la recrudescence des conflits. Alors celui qui est plus proche de nous, qui nous touche très fort, puisqu'on a une frontière commune avec ce pays, c'est celui du Soudan, qui a amené une contribution alors qu'on est dans une zone climatique favorable, mais la situation de conflit au Soudan, le Yémen, qui n'est pas très loin de nous, et différents conflits à travers le monde, qui a amené à ce chiffre assez alarmant de 100 millions de personnes, plus de 100 millions de personnes qui sont vraiment limite d'entrée en famine. On risque d'avoir, c'était le cri de notre directeur général, de la FAO en général, de dire que on va revoir ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. On risque de voir un nombre de morts par famine important dans cette année 2017 si rien n'est fait. Monsieur le représentant de la FAO, pour un peu éclaircir à nos auditeurs les concepts, quand vous parlez d'insécurité alimentaire grave, quels sont les indicateurs pour le savoir ? Vous savez, il y a des indicateurs qui sont très simples. C'est le nombre de repas que les gens prennent. Quand vous arrivez en insécurité alimentaire grave, c'est-à-dire que vous avez à peine un repas tous les 2 jours, voire un repas tous les 3 jours. Vous êtes en insécurité alimentaire grave si vous avez moins d'un repas tous les 2 jours. Et vous commencez aussi à avoir des mécanismes pour faire face à cette situation. Alors, un mécanisme très fréquent en Afrique, c'est que vous ne mangez plus ensemble. Chacun vient manger sa ration à tour de rôle, de manière à répartir le rationnement, à mettre en place une espèce de rationnement au niveau familial. Mais c'est surtout le nombre de la disponibilité. Vous avez beaucoup de gens qui font un repas tous les 2, voire 3 jours dans ces zones d'insécurité alimentaire. Quand vous arrivez à un repas tous les 4-5 jours, vous êtes en situation de famine. Vous êtes sous-nourri et vous commencez à avoir des effets physiques sur l'organisme. Déjà, vous êtes faible à ce niveau d'alimentation. Si vous descendez en dessous, vous arrivez à des situations de prostration, c'est-à-dire des gens qui ont à peine de quoi maintenir leur métabolisme au quotidien. Et donc, ils sont incapables de rien faire. Et là, c'est la famine. On n'est pas là, mais là, ça devient vraiment après la vraie situation de famine. Parlons de la Centrafrique maintenant. Est-ce que le pays, donc la Centrafrique, est aussi concerné par l'insécurité alimentaire ? Alors, bonne nouvelle, je réponds à moitié. Je dirais bonne nouvelle, la Centrafrique est moins concernée par l'insécurité alimentaire qu'elle a pu être en 2014 ou 2015. Les chiffres s'améliorent. Mais oui, la Centrafrique reste encore concernée, pas par de l'insécurité alimentaire grave, quoique quelques provinces sont concernées par des situations d'insécurité alimentaire grave, moins nombreuses que précédemment, puisque la situation globale s'améliore. Mais il y a encore, en effet, y compris dans le rapport, si vous lisez le rapport global qui a été publié par la FAO, vous verrez qu'il y a un petit chapitre qui est consacré encore à ce genre de situation grave
liées essentiellement en Centrafrique à des questions de sécurité. Sur les 5 millions de Centrafricains, 4,5 millions, combien sont ceux-là qui subissent en fait cette insécurité alimentaire? Allez, j'essaye de faire un compte, là, j'ai des chiffres en face de moi, donc j'essaye d'additionner. Je dirais que sur 5 millions de population, on doit avoir quelque chose comme 200 000, un peu plus, 200, 300 000 Centrafricains qui font face à une vraie situation d'insécurité alimentaire. C'est-à-dire de Centrafricains qui se réveillent le matin et qui se disent comment je vais manger aujourd'hui. Qui n'ont pas de champs, qui n'ont rien. Et qui n'ont pas de champs ou qui n'ont pas de récolte, qui n'ont pas La plupart d'ailleurs sont dans les zones rurales, puisque la capitale est relativement épargnée. Et la situation s'est beaucoup améliorée dans la capitale, globalement. Et les principales zones qui sont frappées par cette situation, c'est l'Ouam, tous les Ouam, Pende, et bien sûr la partie, la Waka, la Haute-Koto, ou qui subissent d'ailleurs toujours à l'heure actuelle une situation sécuritaire délicate. Donc l'insécurité alimentaire est liée à une conséquence, je ne sais pas si on peut le dire, une conséquence de troubles ou de manque de paix dans certaines régions de la Centrafrique. Ah, absolument, on peut le dire. Oui, non, c'est absolument... C'est le principal facteur, il y a d'autres facteurs Non, c'est le principal facteur. Vous avez dit vous-même, la Centrafrique, vous avez 5 millions d'habitants. Vous avez retranché un bon million d'habitants qui vivent dans la capitale. Vous avez 4 millions sur plus de 623 000 km². Donc, même s'il y avait des petites influences climatiques, le taux de terre cultivée et cultivable est très largement disponible. Vous pouvez compenser même... Et la pluie, là, c'est de la pluie, puisqu'on a remis en place au niveau de la FAO un suivi de la météo depuis bientôt un an. La pluie en 2016, la pluviométrie a été relativement correcte, relativement standard, donc n'explique pas ces situations d'insécurité alimentaire. Le facteur déterminant principal, c'est l'insécurité, directement à travers des déplacements de population, c'est un des premiers facteurs, mais également l'insécurité, la peur des populations à cultiver des surfaces qui ont tendance à cultiver beaucoup moins. Donc il y a une grande part on a vu ça depuis le début, notamment en post-2013, la réduction des surfaces cultivées, les routes, l'insécurité sur les routes. Ça, c'est probablement un facteur qu'on minimise. Et je leur disais il n'y a pas très longtemps encore à certains de vos collègues de la presse, quand on était l'année dernière avec le président de la République à Kaga, Bandoro, on avait fait une visite. La principale complainte des paysans, c'était leur difficulté de faire des surplus, de pouvoir vendre leurs surplus parce que les routes n'étaient pas sûres, les taxations illégales, les barrages illégaux sur les routes, ce qui fait qu'ils disaient « nous, ça n'est même pas la peine de faire redescendre un camion de nourriture, puisque de toute manière, on ne gagnera rien au bout, parce qu'on va passer 10 barrages avec des taxations illégales qui fait qu'on aura... » Donc ils ne sont pas très encouragés. L'environnement global n'est pas très, très encourageant à faire que le surplus qui traditionnellement alimentait a en partie disparu. Et le pillage aussi, il y a eu beaucoup de pillage de récoltes. Puis des choses aussi plus graves, on l'a vu encore dernièrement, une part de l'agriculture est portée par les femmes. Vous avez vu dernièrement, et ça c'est un des problèmes notamment dans l'Ouam, où il y a eu plusieurs cas de viols, d'attaques, de violences envers des femmes qui étaient en train simplement de travailler au champ. Donc en effet, on comprend qu'elles aient peur de s'éloigner du village, mais en subissent aussi les conséquences parce que la récolte, la production globale diminue. Donc en effet, cette situation un peu difficile, elles sont confrontées à des choix un peu délicats. Chers auditeurs de Guira FM, vous êtes en train de suivre les explications de Jean-Alexandre Scaglia, qui est le représentant de la FAO en Centrafrique. Il parle notamment de l'insécurité alimentaire dans certaines régions de la RCA. Alors, monsieur le représentant de la FAO, parlez-nous maintenant de l'intervention de la FAO en Centrafrique. Tout d'abord, quels sont vos projets, quelles sont vos priorités actuelles, donc de la FAO, je veux dire, dans l'accompagnement de l'action du gouvernement pour augmenter la production agricole? Je dirais que oui, il y a deux volets sur l'action de la FAO. Il y a deux grands volets. Un qui reste le volet de l'action humanitaire directe, c'est-à-dire il faut redonner des facteurs de production, des semences, des outillages aux gens qui rentrent. Rappelez-vous qu'on a encore grosso modo 400 000 déplacés internes
qui heureusement rentrent chez eux. Donc il faut vraiment que ces gens retrouvent la capacité à produire sur leur quand ils rentrent. C'est pas évident. Qu'est-ce que vous leur donnez à ces gens-là? Des semences, des outillages de base. C'est des kits de base qui sont relativement de l'arachide, du haricot, du maïs. Les personnes déplacées. Oui, qui rentrent, qui retournent, qui étaient en déplacement interne, voire aussi à l'avenir, on espère, on commence à en avoir quelques-uns des réfugiés qui étaient dans les pays voisins. Il y a également des kits d'accompagnement sur le bétail également pour les gens qui vivent de l'élevage et qui est vraiment une action également. Sur les éleveurs, j'insiste beaucoup sur les éleveurs, c'est une composante importante de l'agriculture centrafricaine qui ont repris, je dirais, des transhumances plus régulières sur les routes normales et qui étaient restés 2 ans, par exemple, sans programme de vaccination. On a également repris des grands programmes de vaccination de manière à encourager la recapitalisation du cheptel, notamment du cheptel bovin et des chèvres également, qui avaient été beaucoup détruites pendant la phase de conflit. Donc, ça, c'est un volet urgence. Maintenant, il y a en effet le volet d'accompagnement qu'on développe. De l'action gouvernementale. Avec l'action gouvernementale, le président a beaucoup insisté, et insiste toujours beaucoup sur l'importance de la relance agricole comme un facteur absolument essentiel du relèvement de la République centrafricaine. Le président avait dit d'ailleurs que dans ses discours, il l'a redit aussi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, qu'il fallait un relèvement. C'est seul le relèvement économique qui permettra de stabiliser le pays, qui permettra d'enraciner ce mouvement et cette pacification du pays depuis 2013. Donc le relèvement économique est essentiel. Et il a dit à juste titre qu'une grande part du relèvement économique sera portée par l'ensemble du secteur agricole. Parce que ça redonne du travail, ça redonne une occupation aux gens, ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre. En plus, ça fait faire des économies à l'État, parce qu'à l'heure actuelle, le pays qui était autosuffisant au niveau alimentaire jusque dans les années 2000, la Centrafrique exportait grosso modo plus de nourriture qu'elle n'en importait, est à l'heure actuelle complètement dépendante des importations des pays voisins. Elle exportait quoi ? Elle exportait du manioc, elle exportait du bétail, elle exportait un certain nombre de légumes. La Centrafrique, on ne s'en rendait pas compte, exportait du sésame, exportait... Donc, vu le peu de population, l'agriculture était extensive, mais la faible pression de population par rapport à l'immense potentiel de terres cultivées faisait que la Centrafrique était globalement exportatrice de nourriture. À l'heure actuelle, vous êtes entièrement dépendant. Vous êtes dépendant pour une bonne part de vos légumes, de votre viande, ce qui est une situation assez aberrante, du poulet, des œufs. Vous êtes essentiellement dépendant des importations, essentiellement en provenance du Cameroun. Donc, l'État économise de l'argent en redynamisant la production nationale. C'est beaucoup. Je rappelle que le niveau d'importation alimentaire de la Centrafrique pour 5 millions, on l'estime entre 200 et 300 millions de dollars par an. Donc on ne parle pas de petits montants, on parle de gros montants. Donc, la restitution de cette production nationale vers les acteurs locaux traditionnels, c'est pas petit. On parle de beaucoup d'argent au final pour le pays. Alors, donc, vous avez parlé de l'urgence, quand vous avez donné des semences aux paysans qui retournent chez eux. Mais maintenant, pour l'accompagnement d'action gouvernementale, qu'est-ce que vous faites maintenant? Alors, pour l'accompagnement, il y a différentes choses. Le développement agricole, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Il y a déjà, sur le développement agricole, il y a tout un appui qui est donné, notamment sur la relance des secteurs productifs locaux, le maraîchage, les productions de légumes, les productions de poulets. Il y a eu des poulaillers qui ont été installés, des productions d'œufs. On remet en place... À la campagne? Non, mais même à Bangui, même la ceinture maraîchère de Bangui qui est en train de se remettre en place. Je ne sais pas si vous avez visité des quartiers comme Boeing, etc. Vous allez voir qu'il y a tout un tas de maraîchages qui sont installés. On a relancé également plusieurs dizaines d'hectares de pisciculture le long de l'Ubangui. Quand vous allez vers le 7e arrondissement, vous verrez qu'il y a quand même... Et à la campagne aussi, il y a des actions similaires qui se font donc de restauration des capacités de production nationales sur différentes cultures, des opérations sur le sésame qui est un peu une culture d'exportation mais qui génère beaucoup d'argent. On est déjà dans le relèvement économique quand on parle de sésame pour accompagner ces politiques gouvernementales. Il y a le développement également de mécanismes de microcrédit. C'est important, c'est-à-dire là on se met dans le moyen terme, c'est-à-dire il faut non seulement
aider les gens à produire, mais aider les gens aussi à capitaliser, à refaire, à gérer un peu correctement leur entreprise, de manière à ce qu'ils puissent vendre. Et donc puis, la FAO finance les microcrédits. Oui, on finance ce qu'on appelle les mécanismes de caisse de résilience avec des groupements. On en a plusieurs milliers à l'heure actuelle, 1000 et quelques qui ont été installés un peu partout en Centrafrique, qui marchent très très bien. Vous donnez combien à un paysan? Ça c'est très variable. On ne donne pas directement aux paysans. C'est un mécanisme qui se met en place à travers des associations, donc ce qu'on appelle les AVEC, sont les associations villageoises d'épargne et de crédit. Donc il faut qu'il y ait une volonté au niveau des villages. Après, ça dépend du nombre de participants à ces caisses-là. Et nous, on met en effet le capital initial. De manière à ce que... Alors, c'est très variable, ça dépend de la taille. Il y a des AVEC qui sont de quelques dizaines de membres. Il y a des AVEC qui dépassent les centaines, les plus de 100 membres. Donc, oui, en fonction de ça, donc, le capital est ajusté en fonction également de ce qu'ils veulent faire. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'actuellement, avec la misère ambiante, les paysans sont en mesure aujourd'hui de pouvoir rembourser ce qu'ils prennent? Oui. Plus que ça. Non, c'est bien la preuve que le secteur agricole marche très bien. Et vous n'avez pas besoin d'aller très loin d'où vous êtes ici, là, de vos studios, pour vous voir des gens qui vous diront que finalement, on a redéveloppé d'ailleurs une stratégie qu'on est en train d'élaborer avec le ministère de la petite entreprise et de l'artisanat. On voit très bien que ces activités qui tournent autour de l'entrepreneuriat agricole sont rentables. Et vous savez que sur les caisses 1500, j'ai un doute sur le chiffre exact, mais 1000 et quelques 500 caisses de résilience qu'on a mis en place, on n'a pratiquement aucun échec. Pire, certaines, mieux, je dirais, pas pire, mais je veux dire même résultat, c'est-à-dire grâce à leur production agricole, c'est du poisson, c'est des légumes, c'est des fruits pour certains, c'est du manioc même, simplement du manioc pour d'autres. Certaines sont même redevenues génératrices d'autres caisses, c'est-à-dire elles ont même pu dégager un bénéfice pour prêter à un groupement voisin sans que la FAO intervienne. Et ces produits-là sont sur le marché actuellement? Et ces produits sont sur le marché, bien sûr. Ça concerne Bangui et les... Bangui, Boire... Non, ça concerne l'intérieur aussi. On a des initiatives similaires sur les zones urbaines comme Bambari, Berberati, Boire, Kaga. Alors, ça se répand petit à petit. Bon, après, il faut le capital nécessaire. C'est sûr que le niveau global d'appui de la communauté internationale financièrement reste très pauvre. C'est très faible. Le niveau, je le déplore tous les jours. Mais on a vu, un des phénomènes auxquels on doit faire face, c'est qu'on a vu le niveau d'appui humanitaire qui était très élevé en 2014, qui est pratiquement restreint à zéro, et puis on attend toujours les fonds promis à gauche, à droite, pour voir se matérialiser une vraie politique de moyen terme de relèvement. Donc c'est sûr qu'on manque énormément d'argent à l'heure actuelle en Centrafrique. On espère que la tendance est en train de changer. On voit que certains bailleurs commencent à manifester un certain intérêt vis-à-vis de cette relance agricole. Et on espère qu'assez rapidement, en tout cas avant la fin de l'année 2017, des financements plus conséquents permettront d'étendre en effet ces opérations qui globalement marchent très très bien. C'est notre espoir en tout cas. Oui, mais bon, en termes de chiffres, la FAO a dû investir à hauteur de combien de millions ces dernières années, on a eu en moyenne, un pic de programme dans l'après-conflit 2014. On est monté à peu près 50 millions de dollars sur l'année. Là, on est dans un programme annuel qui tourne aux environs de 20 et quelques millions de dollars. Quelle est votre projection pour 2017 en termes de financement? On espère garder... Alors, idéalement, il nous faudrait, pour mener à bien une vraie politique de relance agricole, je ne parle pas de l'urgence, une vraie politique de relance agricole, je pense qu'on arrivera à faire un excellent travail avec un budget de l'ordre de 70, pour nous, ce qu'on peut faire la FAO, d'appui en plus aux autorités nationales, d'appui aux autorités aussi de la décentralisation qui est en train de se faire avec l'appui d'autres collègues de la MINUSCA et du PNUD. Je pense que un programme de l'ordre de 70-80 millions de dollars sur le secteur agricole, ça serait, on verrait très concrètement des changements en termes de croissance économique, d'amélioration du bien-être de la population. Malheureusement, on n'en est pas là. On est à peu près à un quart du financement nécessaire, On est à peu près à 20 millions, alors qu'on devrait idéalement être à 80 millions. Espérons que ça change. C'est assez compliqué. Jean-Alexandre Scaglia, vous êtes donc le représentant de la FAO en Centrafrique. Alors, quels sont les autres défis à relever? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour faire en sorte que la production agricole et alimentaire augmente en Centrafrique? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Les difficultés sur le terrain,
Alors, il y en a une qui me vient vraiment tout de suite à l'esprit. Il faut rouvrir les centres de formation technique. La problématique, tout le monde se plaint de la difficulté d'obtenir des techniciens. Je ne parle pas d'ingénieurs, je ne parle pas de... Rouvrir des centres de formation de techniciens, des centres d'apprentissage. Ils sont fermés aujourd'hui. Plus grand-chose. Il en reste un, je crois, vers Mbaïki, etc. Il reste un peu un centre d'apprentissage technique. Je crois qu'il y a une partie des anciennes écoles catholiques à Boire qui fonctionnent, qui font un peu d'apprentissage dans le domaine agricole. Mais il faut, s'il y a une priorité, si on veut relancer la production agricole, beaucoup, ces dernières crises, pas que la crise de 2013, entre parenthèses, ces dernières années avant 2013, on a vu, on n'en parle pas assez, il y a une vraie fuite des cerveaux centrafricains, notamment vers les pays voisins, voire des pays plus éloignés. Et il y avait, ça aussi, il faut rappeler que dans les années 80, la Centrafrique a hébergé des grands centres de formation technique au niveau agricole. Vous ne savez peut-être pas que la Centrafrique était le grand centre de formation de la pisciculture pour tout le continent africain. N'est-ce pas? Oui, dans le 7e arrondissement, ça existe toujours. C'était le centre de référence africain pour la formation à la pisciculture. Alors, comment est-ce que vous aidez un tel centre, FAO? Alors, on va essayer de reconstruire ça. On est en contact, c'est très long. Alors, mais il faut redonner, en effet, des accès à l'apprentissage, aux formations techniques de base. C'est bien de vouloir élever des poulets. On a une initiative jeunesse. Les jeunes sont une vraie préoccupation personnelle en Centrafrique. C'est la moitié de la population, et c'est une population qui a des niveaux de frustration très élevés. Mais qui est aussi de la jeunesse centrafricaine, qui est très dynamique, très imaginative, qui a plein d'idées, qui a plein d'énergie. Eux, ils veulent des formations concrètes, un peu courtes, parce qu'ils ont conscience de ne pas avoir le temps. Je pense que beaucoup, on le voit, y compris dans des programmes de désarmement qu'on est en train de faire. Beaucoup souhaitent en effet se recycler dans le cadre d'activités agricoles. D'un autre côté, ils ont tous aussi conscience de leur faiblesse de connaissances par moment. Et c'est vrai, vous ne devenez pas éleveur de poulets comme ça du jour au lendemain. Je ne dis pas qu'il vous faut 2 années, mais vous avez besoin d'une formation minimum pour bien élever des poulets. Il y a des choses à apprendre. Si demain vous n'avez jamais fait ou je vous donne des poules, elles ont toutes les chances de crever. Donc il y a besoin de ce type de formation. Vous ne devenez pas producteur de fruits ou de légumes ou de sésame. Voilà, ça, c'est vraiment, s'il y avait une priorité pour aider au relèvement, c'est de penser très vite. On y travaille d'ailleurs avec le gouvernement, on y travaille avec des partenaires. On a eu l'initiative jeunesse qui a été lancée il y a à peu près un mois sous la présidence du président de la République au Palais de la Renaissance, qui a été développée en interagence par les Nations Unies, qui a un gros volet de formation et d'apprentissage, et qui, y compris, a un impact est nécessaire, non seulement un impact, mais absolument nécessaire si on veut relancer. Le président souhaite relancer la culture cotonnière. Vous avez dû voir qu'il est allé personnellement pour relancer la campagne coton il y a à peu près un mois. Mais ça, le coton, c'est une culture technique, par exemple, qui nécessite en effet des techniciens, des connaissances d'un bout à l'autre de la chaîne. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème auquel on est confronté à l'actuel, c'est permettre aux gens d'accéder à la connaissance, permettre aux gens d'accéder à des compétences de base. Alors, dernière question, comment voyez-vous la fin 2017, par exemple, avec toutes ces activités intéressantes de la FAO en accompagnement à l'action gouvernementale, ainsi qu'avec les paysans et les autres, comment voyez-vous, est-ce qu'en fin 2017, vous voyez la Centrafrique reprendre sa position d'antan? On ne va pas revenir en une année, c'est que les délais courts. L'agriculture est moins réactive que ça, mais je pense que oui, on voit, c'est ce que je disais, il y a déjà des améliorations. Soyons pas complètement pessimistes. Il y a des améliorations qui sont très très nettes. Je l'ai déjà dit, je redis, quand je suis arrivé en Centrafrique en 2014, on avait été, pour nos programmes humanitaires, obligés d'importer 80% des semences du Cameroun. Simplement, il n'y en avait pas en Centrafrique. Sur le programme humanitaire de cette année qui touche 65 000 ménages à peu près, qui est à peu près le même niveau, entre parenthèses, que celui qu'on avait en 2014, on a acheté 100% des semences localement, parce qu'on les a trouvées localement. On ne les trouvait pas en 2014. Donc, ça veut bien dire que quelque part, il y a des améliorations. Moi, ce que je souhaite, en effet, c'est que 2017, on arrive vraiment à avoir une clarté en termes de stratégie gouvernementale. On n'est peut-être pas tout à fait là, il y a encore un peu à discuter. On ne peut pas tout faire en même temps, donc je pense qu'il y a encore une part de bien discuter les priorités. Si on fait tout en même temps, on va se tromper. Donc de bien déterminer encore quelles sont les priorités de ce qu'on veut faire sur les années 2017, 2018, 2019.
J'espère qu'on verra, on voit déjà des tendances à l'augmentation des surfaces cultivées dans certaines provinces. J'espère que ça, on pourra le reconfirmer en 2017 sur des cultures vivrières, mais c'est important, comme le manioc, le maïs, le sorgho. On voit une amélioration également des flux au niveau protéines animales, notamment les bovins. La viande a tendance à être un peu moins chère. On a des initiatives sur la pêche, on voit que ça commence à marcher. Donc je pense que on ne va pas résoudre tous les problèmes fin 2017, mais si on continue d'avoir des indicateurs qui sont correctement orientés, c'est-à-dire si on voit que dans les différentes productions, au lieu d'avoir des chiffres qui étaient systématiquement moins, depuis l'année dernière, on voit qu'on a quelques chiffres qui réaugmentent, c'est plus 5%, plus 10% pour le manioc. On a arrêté de chuter sur le maïs, on est un petit peu en progression dans certaines provinces, donc ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Et qu'on aura un impact très rapide sur la population. Et puis les chiffres du commerce. J'espère aussi qu'on verra que, je me rappelle certaines personnes dans certaines ambassades qui n'arrêtaient pas de dire que 100% des œufs consommés à Bangui étaient importés du Cameroun. Et si à la fin de l'année 2017, on arrive à dire que 60% des œufs sont importés du Cameroun, mais 40%, on les a fait finalement sur place, je vous jure qu'au niveau impact, amusez-vous à faire le calcul, en termes d'argent, en termes monétaires, en termes d'impact monétaire sur les gens qui les ont produits, c'est énorme. C'est énorme. Donc, on peut être positif. Et ces tendances-là, on commence à les voir. Alors, il faut les encourager, il faut soutenir. J'espère que les Centrafricains seront si calmes et raisonnables, ce qu'ils sont en général d'ailleurs. Je pense que de comprendre que retourner au conflit, ça serait vraiment nier, ruiner ces efforts et cette amélioration au niveau de la vie quotidienne qu'on est en train de voir apparaître à Bangui, mais pas qu'à Bangui, aussi dans d'autres villes, dans certaines parties des provinces du pays. Et donc, on est optimiste, on y croit. Jean-Alexandre Scaglia, je suis optimiste comme vous pour l'avenir agricole de la Centrafrique. Chers auditeurs de Guira FM, c'était notre invité Jean-Alexandre Scaglia, le représentant de la FAO en Centrafrique, qui parlait donc de la situation concernant l'insécurité ou la sécurité alimentaire prochaine de la Centrafrique. Oui, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Guira FM. Ok, merci à vous. Merci.